le groupement d'agglomération de communes. C'est Rabat, Salé, Temara. Et on a vu que pour que le transport urbain fonctionne, il faut quelqu'un qui finance l'investissement, pas le ticket. C'est pour ça que la gestion déléguée n'a pas marché. Et donc on a créé une société de patrimoine qui, telle, s'occupe de l'investissement. Et bien sûr, on va faire appel au ticket pour la gestion. C'est le cas de tramway. Maintenant, on doit réfléchir à une intermodalité entre le tram et le bus. Il nous reste les taxis, parce que c'est la seule ville... Ouh, ça sera difficile, ça, à mon avis. Non, on est dans le Grand Paris, il y a un seul taxi. Rabat, il y a un petit taxi, et Salé, il y a un petit taxi. Et entre les deux villes, les petits taxis ne peuvent pas... C'est-à-dire quelqu'un à Hilton, pour descendre à Salé, doit prendre un petit taxi pour prendre un grand taxi. Monsieur le maire, juste pour les gens qui ne connaissent pas la culture locale, c'est avec délice que je constate qu'au niveau de ces deux villes, il y a toujours eu un contentieux qu'on revoilà entre Salétain et Rabati. Non, non. En mobilité urbaine, en déplacement urbain, il faut un seul taxi. On a un grand taxi, le seul, je crois, qui mène 2 personnes devant, à 6. Donc il faut changer ce mode. Et on n'a pas la main à changer le taxi parce qu'il y a les agréments, il y a les wilayas, et ça, c'est un autre sujet de... Mais on a une autre vision, sur laquelle je vais dire la métropole de Salé. C'est un schéma directeur d'aménagement lumière. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, on a un service public qui est l'éclairage. On a réfléchi à un mode de gestion. On a parti au PPP, partenariat privé-public. On a créé une SDL, une société de développement local, pour gérer l'éclairage public. Et on a monté une SDL, schéma directeur d'aménagement lumière. C'est quoi? On veut changer toute la ville en LED. On a fait plusieurs projets. En LED, pour rappel, juste parce que ça consomme beaucoup moins. Hein. Beaucoup moins, c'est 70% moins. Et la durée de vie, c'est plus de 20 ans. Donc... Rabat qui vous lance une pique sournoise, qui vous dit ça éclaire moins aussi. Non, pas du tout. Non, non, non. En nombre de luxe, en nombre de lumens et en nombre de luxe, je peux prouver que ça illumine... mieux en fonction de nombre de watts. Ça. Mais le projet, c'est pas juste la LED, mais il faut c'est-à-dire financer l'investissement par l'économie d'énergie. On a une facture énergétique à payer, c'est 46 millions de dirhams. Si on économise sur 5 ans, on peut aller jusqu'à 70%. C'est sûr, parce que j'ai les factures par preuve. Et si on change tous les foyers, la ville, qui est actionnaire dans la société, la SDL, va participer par l'économie d'énergie. Alors c'est une SDL, excusez-moi, juste pour clarifier les choses. Ouais. C'est une SDL qui est issue du groupement d'agglomération ou c'est une SDL de Salé? Non, non. À partir de quand on est dans la métropole là? Non, la métropole, excuse-moi, la métropole, quand tu veux parler métropole Rabat-Salé, et ça c'est notre souhait, c'est de devenir un jour la capitale Rabat-Salé, parce que comme a fait Budapest, ils ont réuni les deux villes séparées par le fleuve, c'est une même capitale. Non, je parle métropole Salé. Donc pour le transport urbain, c'est un groupement d'agglomération. Vous me suivez? Au Salé, Rabat et Temara. Sachant que, pardonnez-moi monsieur le maire, pour ce système de groupement d'agglomération, c'est une délégation de compétences. Non, c'est les communes qui gèrent, c'est comme le STIF. C'est les communes qui constituent le conseil d'administration. Qui gèrent des compétences en commun. Transport public. Voilà, très bien, dans le transport. Mais la SDL, c'est une société de développement local, où Salé, uniquement en partenariat avec société étatique qui est la CIE, Société d'investissement énergétique, avec un partenaire privé, on a monté la SDL pour la gestion de l'éclairage public. C'est ça la vision du schéma directeur. Vous voudriez voir ça à l'échelle
peut-être de Rabat, de Salé, peut-être du groupement d'agglomération, etc., etc. Toujours dans cette logique d'intercommunalité. Bien sûr, entre les communes. Donc, pour avoir une vraie métropole, il faut trouver le financement. Il faut avoir une vision pour financer. Et ça, c'est un mode de financement. On a discuté le transport, on a discuté l'éclairage, la gestion déléguée pour les déchets. On a fait un choix, mais malheureusement, ça nous coûte énormément. C'est 25% du budget, 120 millions de dirhams sur 480 millions de dirhams. Et donc, il faut... Monsieur Sajid a parlé du groupement des arrondissements. Nous aussi, on était 5. Maintenant, on est une seule ville. Et donc, pour grouper les 5 arrondissements, il y a toujours des différences de moyens. Et donc, on est obligé, pour lutter contre ce déséquilibre, avoir cette vision stratégique. Mais je termine par le logement social. Parce que Salé est dortoir pour Rabat. Les gens viennent dormir à Salé et vont travailler à Rabat. Et donc, il y a une vision pour construire que le social. Et ça, je suis contre. Donc, on va fixer des objectifs. Il y a un besoin. Il y a un déséquilibre entre l'offre et la demande, mais on ne va pas suivre la demande jusqu'à ce que Salé devienne uniquement social. Donc il faut une mixité sociale, il faut une mixité par rapport au logement, des villas, des moyens standing, des hauts standing, et bien sûr, puisqu'il y a un besoin vers le social, on est prêt à coopérer. Merci. Merci, monsieur le maire. Merci. Merci de nous avoir raconté un petit peu vos contraintes. Alors... Rabat qui dit que les gens viennent dormir à Salé, mais ils payent leurs impôts aussi à Salé. Hein. Non. Outre le fait qu'effectivement c'est la capitale et que même le mode de gestion où il y a 2 ordonnateurs de Rabat est très spécifique, où il y a, on va le dire, il y a un enjeu stratégique, est-ce que à terme, est-ce qu'il n'y a pas une réflexion sur Rabat, quand même, pour la réunification de Rabat et de Salé, de Bouda et Pest et vous avez dit tout à l'heure, non, il faut assécher le bourg-grec pour qu'on le fasse. Est-ce qu'il y a une étude ou une réflexion en cours? Pupitre, micro? Allez-y. Micro. Comme c'était pas prévu que j'intervienne, j'ai plus les jambes là, j'ai le trac. Je préparais... Ouais, je vais être spontané comme vous, hein, comme ça, sans langue de bois, avec la langue de la raison et du cœur aussi. Bien, du cœur parce que j'ai Salé à côté de moi et j'ai quelques grands défenseurs de l'unification de Rabat Salé, du futur grand Rabat Salé, pour ne pas dire grand Rabat Salé, peut-être la capitale. Au fait... métropole, il y a maintenant métropole. Et ça ne regroupe pas que Rabat Salé. C'est Rabat Salé, Temara, Srerat et quelques 12-13 communes qui ont déjà commencé à travailler ensemble, qui ont réfléchi à leur avenir, bien entendu, et qui ont mis en place plusieurs services en réseau. Ils ont mis en réseau. Il y a d'abord l'assainissement, ça c'est important. Donc la gestion de l'eau et de l'électricité et l'assainissement. C'est là où il y a eu l'intervention d'un autre opérateur étranger pour pouvoir dépolluer le littoral et le bourg-grec. Et pour réconcilier Rabat et Salé avec leurs rivières, et se réconcilier par conséquent entre eux, et pour réconcilier Rabat avec son littoral, ses atouts, Rabat est la capitale administrative et institutionnelle, aujourd'hui avec la nouvelle ère constitutionnelle, elle est capitale politique. C'est bien tout ça, mais il faut qu'elle réfléchisse à son avenir économique, d'accord, pour qu'elle reste inclusive, pour qu'elle n'envoie pas les gens à Salé habiter, d'accord, et aussi à Salé devrait faire beaucoup d'efforts pour attirer un peu de bourgeoisie, entre guillemets, de Rabat, et pour créer cette mixité. Alors nous avons une opportunité pour cela, c'est le projet de bourg-grec, le projet d'aménagement de la vallée de bourg-grec, bien sûr, il y a eu comme préalable donc ces projets d'assainissement, bien entendu, et de transport. Et là aussi, nous avons travaillé en réseau pour faire le tramway, d'accord, ça c'est important. Et maintenant, beaucoup de la valeur vénale, si vous voulez, du foncier tout le long du tramway à Salé a beaucoup augmenté, c'est des impôts en plus, c'est bien pour Salé. Et Rabat, de toute façon, c'est saturé.
Malheureusement, nous avons un plateau, encore une opportunité foncière à Crèche de 1000 hectares et une autre opportunité à El Boustan de 200 hectares, et c'est tout. Et après, c'est les barrières naturelles qui nous encerclent. Donc, notre avenir, il est dans cette agglomération, notre avenir, il est dans cette métropole qui va jusqu'à Kenitra. Donc, l'assainissement, le transport, la gestion des déchets aussi, c'est important. Des déchets solides, nous avons la première décharge. Ça fait longtemps, mais c'est 2-3 ans, c'est pas longtemps. La première décharge contrôlée, d'accord, industrielle, d'accord, où il devrait y avoir, où il y a... Bon, il y a FES aussi avant. Oui, il faut venir faire la visite. On viendra, d'ailleurs, l'intercommunalité, des fois on oublie. Bien. C'était Vous faites le tri, la valorisation du méthane et tout. Eh bien, c'est bien. C'est déjà l'usine. Bon, mais vous savez, Rabat Capital, toujours la première, toujours première. Bon, c'est un défaut, bon, si vous voulez. Bien. Alors, nous essayons d'enlever toutes ces barrières. Le Beau-Grec, quand même, représente une barrière à cette métropole en termes de transport. Parce que même avec le tramway, les ponts, on est en train de mettre en place d'autres ponts. On construit en prévision 2 ponts. Et ça ne suffira pas. D'accord? Ça ne suffira pas. Donc, il va falloir réfléchir pas réfléchir, plutôt déconcentrer. Ça veut dire que demain, Rabat ne devrait avoir aucun complexe de déconcentrer ses activités administratives dans les autres villes, à savoir Salé. Rabat ne devrait avoir aucun complexe à mettre un grand centre et un grand complexe de congrès. Parce qu'aujourd'hui, regardez, on a le congrès mondial et on est sur plusieurs endroits. Je sais que beaucoup de nos invités sont agacés par prendre des taxis entre Sofitel et d'autres endroits pour pouvoir assister. Bien. Les hôtels, nous n'avons pas assez d'hôtels. Donc vous voyez, donc Rabat ne fait pas beaucoup attention à ses atouts et ne prévoit pas l'avenir bien comme il faut et ne peut le faire que si elle réfléchit dans l'agglomération. C'est pour cela que nous avons, au niveau de notre plan communal de développement, dont j'ai la charge de coordonner, qui a pris beaucoup de retard, parce que là c'est une autre histoire, la culture des élus de Rabat. Je parlerai un peu de la culture des élus de Rabat rapidement. Rabat, c'est une capitale qui a la chance d'avoir l'intervention de l'État et du chef de l'État aussi. C'est très important, c'est une chance. Nous sommes, même il y a des jaloux pour ce statut. Mais ça fait, malheureusement pour nous, ça fait des élus un peu qui manquent d'initiative peut-être, qui manquent d'imagination, et ils se disent, bon, l'État viendra nous aider, combler le déficit, comme il l'a fait dernièrement, quand on avait un déficit budgétaire. C'est une capitale qui a un déficit budgétaire. C'est pas gentil, ça. Bon, pas... En tout cas, l'avenir, on le réfléchit ensemble. Nous avons fait un PCD où nous avons réfléchi sur plusieurs niveaux. D'abord, entre l'articulation entre arrondissement et ville, entre les Rabat et sa région, bien sûr, et Rabat en tant que capitale nationale, parce qu'on reçoit également beaucoup de gens de tout le Maroc, et elle est internationale. Vous avez l'aéroport vient d'ouvrir de nouvelles lignes. On n'a pas encore pensé, il y a longtemps qu'on n'a pas pensé à mettre d'autres lignes sur l'aéroport de Rabat. Donc voilà, de Rabat Salé, de Salé. Qui se trouve sur le territoire de Salé. Il s'appelle l'aéroport de Rabat Salé. Technopolis. Quand on veut vendre Rabat, on dit nous avons une zone d'activité high-tech qui s'appelle Technopolis, elle est à Soul, et pas à Rabat. C'est à Soul, c'est notre commune. À Salé maintenant? Ça y est, bien. Donc vous avez annexé. Bien. Donc au fait, nous planifions, ça les planifie aussi. Ça les planifie et nous a beaucoup aidé. On s'est inspiré de termes de référence que Salé avait utilisé pour son PCD. On l'a utilisé, on a pris quelques pas d'avance, mais il faut qu'on travaille ensemble sur un schéma de développement urbain. Je crois que ça, c'est l'avenir et le ministère de l'Intérieur, la GCL, va nous accompagner dans ce projet où il va falloir donc réfléchir à cet avenir commun qui a déjà commencé par des projets structurants importants. Dernière chose, je ne sais pas si vous voulez, on est en train de penser à mettre un marché de gros et une hall à poissons, si vous voulez les prendre à Salé, parce que c'est les dernières friches foncières qu'on veut développer pour la corniche de Rabat. Si vous voulez, ça vous fera des rentrées et des recettes. Merci.
Bravo à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais écoutez, je vois que la réflexion, pour l'instant, elle se fait sur des projets au coup par coup. C'est une approche qui est souple, malléable, et que vous appelez tous de vos voeux, effectivement, une réflexion à un niveau beaucoup plus global sur un schéma de développement territorial qui engloberait Salé et Rabat. Je vous remercie pour votre gentillesse tous les quatre et votre sens de l'humour. Mais attention, Maurice Leroy, avant de vous donner la parole pour conclure. Rabat se plaint en permanence de ne plus avoir de ressources foncières. Attention, il y avait d'autres capitales avant, ils peuvent changer d'avis et hop, ça peut repartir. Je vous venge, monsieur le Saléta. Allez-y. J'interviens pas dans les contributions locales et les affaires locales. Non, simplement... Je voulais rebondir sur notre animateur d'un mot, et pas pour conclure, ce serait très prétentieux de conclure, il n'y a pas de conclusion. En fait, moi je note une chose qui est très importante, et que je disais à notre ami maire de Casa, c'est bien que ce soit sur les projets finalement, que les communautés se fassent. Parce que s'il n'y a pas de communauté de projet, ça ne vit pas l'intercommunalité, ou l'agglomération, ou la future métropole. Donc, ce sont les projets qui fédèrent. Et finalement, en vous écoutant, je me disais, on aurait pu avoir, je vous assure, vraiment exactement la même conférence à Paris, à Moscou, etc. Il n'y a que le translateur qui aurait été différent pour la traduction. Les problèmes sont les mêmes. On sent bien l'identité locale, etc. Je crois d'ailleurs que plus il y a la mondialisation et plus on aura besoin d'enracinement local. Ne nous trompons pas là-dessus et sur l'identité forte. Voilà, bon. Au fond, finalement, il faut respecter les élus. Souvent, je ne sais pas ici, mais souvent chez nous, ça a capoté, ici ou là, parce que c'était un manque de respect des élus. Je ne peux pas relancer Wüller sur le Grand Paris, mais vous savez, quand Nicolas Sarkozy m'a confié cette mission, je suis arrivé au moment, moi, où c'était la guerre, mais vous n'imaginez même pas la guerre, entre la région, l'État et à l'intérieur au sein des élus. Bien. Et quand j'ai vu le président de la République, je vais vous confier ça, je lui ai dit, écoute, tu sais, la vision de mon prédécesseur, Christian Blanc, était formidable, sa méthode était effroyable. Donc, je vais garder sa vision, je vais changer la méthode. Alors, l'architecte Roland Castro est bien trop sympa. Il dit il y a une méthode Momo. C'est pas Mohamed, hein, c'est Maurice. Et parce que dans la rue, j'ai entendu Momo tout à l'heure. Je me suis retourné, mais c'était pas moi. Et je ne sais pas s'il y a une méthode Momo, mais je suis sûr d'une chose, c'est il faut des projets. C'est les projets qui fédèrent. Chacun des maires l'a parfaitement bien dit. Il faut des projets et il faut respecter les élus. Il faut respecter l'identité et il faut respecter les élus. Et quand on fait ça, il n'y a pas de raison que ça avance pas. Mais en tout cas, vous démontrez remarquablement, je trouve que la métropolisation, qu'on le veuille ou non, elle est inscrite dans les faits. Elle est inscrite dans les faits. Il faut simplement, je me tourne vers monsieur le secrétaire général, j'ai les mêmes problèmes que nous. Il faut parfois aussi passer par le législatif pour que la loi puisse aussi accompagner ce que qui évitera à monsieur le maire de Casa de tomber sous les foudres de la Cour des comptes régionale ou la Chambre régionale des comptes. Et oui, mais parce que ça c'est très important. On a besoin. La loi parfois, et c'est vrai partout, elle est malheureusement souvent en retard sur la pratique locale. Et là aussi, on a besoin d'adapter. Ce serait un vrai débat, donc je ne relance pas. Merci. Merci. Bravo. Vous allez patienter encore une vingtaine de minutes avec nous, hein? C'est promis, une vingtaine de minutes, grand maximum, une petite demi-heure, grand maximum, pour arriver à 13h. Allez, on a une petite demi-heure là. J'aurai pas le fouet à la fin. Bon, bah très bien. Allez. Donc l'idée, c'est que on va passer outre la séquence des villes moyennes, qui est une thématique qui est très importante, parce que finalement, tout ce qu'on a dit aujourd'hui, c'est le développement qui arrive au niveau local. Et l'idée avec les villes moyennes, c'était d'être un pôle de développement pour l'Interland, pour l'arrière-pays, en étant au milieu d'une toile d'araignée routière. Malheureusement, étant pris par le temps,
et qu'à 14 h, vous le savez tous, il y a une contrainte, je vous propose de faire réagir les représentants du ministère de l'Intérieur, donc de l'État, du pouvoir judiciaire, de la Cour régionale et des édiles, l'association des maires, sur ce qui a été dit aujourd'hui. Sachant, pour précision, que Madame la juge est aussi membre de la commission de régionalisation avancée. Étant très courtois, je vous donne la parole en premier, chère Madame. Merci, monsieur l'animateur, mais on est vraiment content d'avoir un animateur bien averti. Ah. Voilà, en principe, je suis là en ma qualité de membre de la commission consultative sur la régionalisation avancée. Et c'est à ce titre que j'aimerais bien intervenir pour vraiment se projeter sur l'avenir. Sinon, si je mets la casquette des juges, je ne verrai que la partie vide, malheureusement, du verre. En tant que membre de cette honorable commission qui a réfléchi pendant une année sur le devenir de la décentralisation au Maroc et qui a contenu un certain nombre d'académiciens, d'historiens, même d'agents d'autorité, de trois walis, monsieur le wali de Banque el-Maghrib, on s'est attelé à travers une méthodologie participative des auditions avec tous les intervenants et les acteurs dans les territoires pour concevoir un modèle de régionalisation avancée. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais je vais vous faire part de 4 challenges qui vont répondre à toutes ces problématiques et qui ont été longuement discutées dans cette approche participative. Le premier challenge, il répondait à une problématique qui s'est posée. Comment initier ce processus de régionalisation avancée avec des régions, avec des villes qui évoluaient chacune à sa vitesse et à son rythme. Beaucoup de déficits au niveau de services publics très stratégiques sociaux et qui ont été relevés par mes prédécesseurs. Un diagnostic a été fait et on est arrivé à évaluer un coût de mise à niveau social de nos régions qui va nous coûter, selon 2 scénarios qu'on a étudiés. Le premier scénario, c'est vraiment faire parvenir toutes les régions à une moyenne nationale. Le coût, c'est à peu près 128 milliards. J'ai fait tout à l'heure le calcul. Monsieur le maire de Tanger a parlé de 7,6 milliards de dirhams pour le programme de développement. J'ai multiplié par 6. C'est à peu près le coût auquel on est parvenu dans des secteurs aussi stratégiques que la santé, l'éducation et l'infrastructure routière et l'assainissement solide, en plus de l'eau et d'électricité. 128 milliards pour arriver à une moyenne nationale, 218 milliards pour arriver aux critères et aux normes internationales. C'est ainsi qu'un fonds de mise à niveau social a été conçu. Et fort heureusement, il a été même consacré par la Constitution. C'est la première fois qu'on voit dans une Constitution une consécration d'un fonds de développement. Le financement, c'est des tranches par la loi de finances, mais comme ici, il y a la Banque mondiale qui a eu ce plaisir de nous organiser, à bon entendeur salut, toute contribution de la Banque mondiale sera la bienvenue à ce niveau. Deuxième challenge, très important, on a entendu les plaidoyers de nos maires, ce désordre qui prévale dans le paysage régional. Beaucoup d'intervenants, pas de coordination, pas de cohérence, même la domiciliation des secteurs, des programmes sectoriels et des projets sectoriels ne convergent pas. Le maire, le maire et même le président du conseil régional, il est un peu perturbé. Et on a beau entendu, lors de nos auditions, des présidents de conseil régional, moi je me trouve perturbé. J'ai un plan sectoriel, Azur, qui me dit foncez
investissez dans les équipements hôteliers, dans les stades de golf, et j'ai un programme vert qui me dit rationaliser l'arrosage. Donc, il faut bien qu'il y ait une coordination. Donc, par l'expérience, un ordre est né de ce désordre. Parce qu'il n'y avait pas un maestro, il n'y avait pas une vision intégrée de développement. La commission a réalisé un challenge, je le considère comme challenge, c'est vraiment déterminer le maestro. C'est le président du conseil, c'est la région. Et lui a donné le rôle de prééminence. Et ça a été consacré aussi par la Constitution. Bien sûr, cette élaboration et conception de cette stratégie de développement intégré de la région serait faite en concertation avec les autres collectivités, bien sûr, et en tandem avec les représentants de l'État. Troisième challenge, très très important, c'est la dimension ressources humaines. Avec une administration territoriale de plus de 500 000 fonctionnaires et employés, avec un taux d'encadrement de 10%, comment vraiment accompagner cette régionalisation? Beaucoup de programmes de développement ne sont pas opérationnels, il y a beaucoup de retard dans la réalisation, c'est ce manque de capacité managériale vraiment de mener ce challenge, de réaliser, de faire de la région un levier de développement. On a pensé à une chose, au niveau régional, c'est vraiment mettre en accompagnement ce qu'on a appelé les agences régionales de réalisation de projets, les AREP. C'est des agences qui font partie qui sont rattachés au conseil régional, mais qui sont là pour vraiment présenter l'ingénierie technique, l'ingénierie juridique et soutenir la réalisation de projets. Le quatrième challenge, et Monsieur le maire de Tanger en a parlé, c'est les ressources. Je peux vous dire, et cette fois je vais reprendre ma casquette de juge de compte, qu'on a une niche très importante. On n'a pas besoin d'élever les impôts. Il suffirait d'optimiser et d'opérer, de faire opérationnaliser les impôts qu'on a. La politisation de l'impôt local a fait qu'il y a beaucoup de manque à gagner, qui peut chiffrer à plus que 50%, que ce soit au niveau des recouvrements, que ce soit au niveau de l'assiette. Et je vous remercie. Merci madame. Je vous remercie parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure, on parlait de la collectivité locale, on était extrêmement centré sur la municipalité, c'est vrai. C'est vrai. Et à un certain moment, la question qui se pose, c'est qu'il faut effectivement un chef d'orchestre pour avoir une vision régionale, effectivement. Et il y a aussi une autre question qui est intéressante que vous n'avez pas abordée, c'est que le conseil régional sera désormais élu au scrutin direct. Ce qui pose aussi la problématique de la participation du citoyen à la gouvernance. Puisque, in fine, dans toute cette discussion, on a certes parlé de territoire, mais on a parlé aussi, implicitement, mais il était toujours présent, du citoyen qui réinvestit son territoire. Et ça, c'est important. Je me tourne maintenant vers Monsieur le Président de l'Association des maires, Monsieur Omari, qui est maire de Tanger, pour nous dire ce qu'il pense à la fois de cette logique de régionalisation et des enjeux qui ont été abordés depuis tout à l'heure, que ce soit sur les programmes sectoriels, que ce soit sur l'intercommunalité. Qu'avez-vous à dire là-dessus? شكرا. طبعا في اعتقادي الآن قبعة الجمعية المغربية لرؤساء الجماعات الجهوية المتقدمة كمشروع كطموح بالنسبة للمغاربة اشتغلت عليه اللجنة، ولكن كان هناك نقاش عمومي واكب هذا الاشتغال. في اعتقادي المتواضع أن لدينا إشكاليتين أساسيتين تعيشها بلادنا.
نبحث عن مخارج لهذه الإشكاليات. الإشكالية الأولى